C'est de l'orge. De l'orge. La baillarge. Du tournesol. Du colza. On est venu s'inscrire parce qu'on arrive dans la région et on voulait connaître les gens. Alors on participe à toutes les manifestations, toutes les petites fêtes. C'est pour ça qu'on avait créé cette journée pour essayer d'améliorer notre image de marque. Pourquoi moi j'apporterais pas si j'aime bien qu'on m'apporte? Ce qu'il y a, voilà, c'est ça, ce qui est bien, parce qu'une a des problèmes avec les parents, comme ça arrive. Et là, on en discute au niveau du groupe, on essaie de résoudre le problème et tout. Et puis, c'est ça, il y a une solidarité entre nous qui est bien quand même. Super. J'ai créé un atelier patchwork. Et la forme de solidarité dans l'atelier patchwork, c'est tout simplement que faire des travaux et les mettre, non pas en vente, mais sous forme d'une tombola. Alors, le profit de la tombola est destiné donc à financer la passerelle. Alors, c'est une forme de solidarité. C'est pas un esprit caritatif, c'est un esprit de solidarité et d'entraide. Il n'y a rien de caritatif là-dedans. On n'est pas là pour aider les gens, on est là pour organiser quelque chose qui leur appartient. Donc, on a envie que dans notre coin ça bouge, on a envie qu'il y ait des choses qui bougent, donc le culturel est une chose qui fait un peu... qui bouge et puis qui permet aussi une certaine ouverture vers l'extérieur, quoi. C'est un an. T'as vu, Joujou? Je me débarrasse des vêtements. 10 francs. Moi, je veux un habit. Merci. Une petite peluche. Tu veux un habit? Je sais pas trop si tu vas avoir un habit. Peut-être regarde les jeux là. Peut-être regarde s'il y a des jeux pour toute la famille, mais je suis pas sûre. Maman, on va je voir. veux acheter un habit, moi. Eh ben, tu regardes du 8-10 ans. Et puis on verra ça plus tard. J'ai 3 enfants, donc les vêtements circulent beaucoup dans la famille, dans les amis. À un moment donné, c'est vrai qu'on fait aussi du tri et puis ça permet de se débarrasser entre guillemets de vêtements auprès d'une association, enfin d'un établissement qui fonctionne, qui fait vivre des gens aussi, donc je crois que c'est intéressant. Puis moi-même, j'apprécie d'acheter des vêtements pas trop chers, sympathiques et je crois que ça fait plaisir aux enfants aussi. De pouvoir leur offrir des vêtements un peu plus souvent peut-être et puis pas très cher. Très bien, tu vas te changer dans la cabine, d'accord. Tu veux que je vienne avec toi? Attends. Je trouve que c'est à la fois un endroit qui est accueillant, où c'est pas hyper commercial. Enfin, j'aime beaucoup le côté relationnel, on y rencontre les gens du coin. Il y a un côté humain, une dimension humaine qui m'intéresse beaucoup. Pour moi, le développement social, ça vient du développement local tout court. Et le développement local, c'est avant tout un mouvement social, avant d'être une série de techniques. Et ce mouvement social, il est né dans la fin des années 60, début des années 70, dans un certain nombre de territoires ruraux en très grand danger de désertification, et des bénévoles, des militants qui venaient de l'éducation populaire, qui venaient du syndicalisme agricole, parfois d'origine confessionnelle aussi, parfois des néo-ruraux, ont fait un slogan, vous connaissez tous, « Vivre et travailler au pays ». En clair, travailler, c'est plutôt le développement économique local, vivre, c'est plutôt le développement social local. Le Petit Bonheur est né à Saint-Maron en 1998, suite à une étude qui a été faite, un diagnostic local qui s'étendait au canton, sur les besoins de proximité des habitants. Les prix sont fixés en commun avec les dépositaires et la personne qui tient le magasin. Sur ce prix, la boutique retient 40% actuellement. Le but aussi donc était de pérenniser un emploi sur cette boutique de façon justement à assurer
disons, des services aussi pour les personnes en difficulté. Hein. Tu tiens là comme ça, là, t'en retends là, comme ça, là, tu prends là, et avec ta main, là, fais de l'autre main, là. Avec ta main, là, tu tires tes deux bras, t'écartes tes deux bras jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et tu vois ce que ça donne? Tu l'as tout de suite, comme ça. Quand je suis arrivée à Noailles-aux-Aubiers, j'ai dû faire un diagnostic pour évaluer les besoins. Alors donc c'était dans toutes les directions et il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de demandes concernant les retraités qui exprimaient, qui avaient besoin d'informations, enfin ils avaient des demandes dans plein de domaines. On a donc fait d'abord un travail avec un petit livret d'informations sur les services qui existaient localement et ensuite ces gens avaient envie de continuer à travailler ensemble mais ils ne voulaient pas rester dans le domaine cloisonné de la retraite, des vieux, enfin bon bref, ils voulaient rencontrer les autres générations parce qu'eux-mêmes se sentaient un petit peu en marge du fait de la retraite et puis voilà, donc ils voulaient avoir des contacts avec les autres générations et ils se sentaient aussi très complexés vis-à-vis des jeunes générations, de leurs petits-enfants qui ont tous des ordinateurs ou des jeux vidéo et eux se sentaient vraiment complètement en dehors du coup, quoi. C'est pratiquement comme des sous-plats. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Moi, mon idée, c'était aussi de leur montrer qu'eux-mêmes avaient un savoir qui était très très important, même s'ils en doutaient eux-mêmes. J'ai dit une coupe, mais c'est une coupe. Elle est courte. Oui, justement. C'est de chez nous. On ne cause pas trop bien ce qu'on fait. Faut-il faire un diagnostic local? Plutôt qu'un diagnostic local, il faut un autodiagnostic, c'est-à-dire c'est aux gens du lieu de partager leur propre diagnostic. Tant pis si c'est objectivement faux, on n'est pas en train de faire de la science, on est en train de chercher un principe d'action. Le développement local et le développement social local est fondé sur un principe d'action. On n'est pas sur un principe de connaissance de type universitaire, donc connaître les besoins d'une manière objective, mais plutôt sur un principe d'action. Il faut déjà être dans la méthode en amont, dans la même méthode que le résultat en aval. Si on veut faire du participatif en aval, il faut faire du participatif en amont. D'abord, pour que les gens participent, non seulement il faut qu'ils soient acteurs de leur projet, mais qu'ils en soient auteurs. Autrement dit, si on veut qu'ils jouent la pièce, il faut qu'ils l'écrivent, il faut qu'ils écrivent le scénario. C'est une fête qui a été commencée, à ma connaissance, par Akamo pour faire une solidarité pour construire une école au Togo. Et après, elle a été faite pour créer l'épicerie sociale. Et là, elle est encore au bénéfice de l'épicerie sociale qui s'appelle la Passerelle. C'était pour rassembler le plus possible d'associations du canton, de gens du canton, de tous azimuts, et d'ouvrir cette fête, qu'elle soit faite pour tout le monde. Essayer d'ouvrir aux gens qui sont vraiment de milieux défavorisés. Donc, c'est basé énormément sur le bénévolat, de façon à offrir aux gens de la musique, des expos de qualité, un repas à très bas prix. Voilà. C'est une belle parade du gardien, c'est une claquette, il lève le bras, c'est formidable. C'est des manifestations qui marquent et qui, pour certaines personnes, déjà, vont être la seule fois où ils vont dîner en dehors de chez eux. C'est déjà une grosse importance d'arriver à sortir certaines personnes âgées ou moins, qui ont des problèmes sociaux et autres de chez eux. C'est vraiment très important. C'est un franc le... Un franc, c'est 10 centimes le steak. Il y en a 10. C'est plus une banque alimentaire, on appelle ça la passerelle. Donc c'est mieux, on choisit ce qu'on veut et on paye selon ses moyens et le taux qu'on a droit. Petit salaire, petit revenu et les courses, on peut avoir le double de ce qu'on peut acheter au magasin.
Mais moi, ça ne me gêne pas de venir ici. Hein. Il y a peut-être des gens que ça les gêne, mais moi, ça ne me gêne pas parce que je sais que quand on a des enfants, on est obligé de faire selon ses moyens et selon comme on peut, quoi. Donc ça, c'est un grand service que ça rend dans certaines familles. Hein. On pense que respecter les gens, c'est pas forcément tout donner. On demande une petite participation. C'est un peu, on pense que c'est plus valorisant que de toujours tout recevoir. Quand on vient à la passerelle, bon, on y vient parce qu'on est, malheureusement, on a des ressources très modestes, mais ce qu'on souhaite et ce qu'on travaille avec eux, c'est comment s'en sortir. Dès le premier jour, c'est plutôt comment est-ce qu'on va s'en sortir. On a eu 2 fois. On n'est pas là en tant qu'assisté, mais on est là pour redevenir acteur de son projet. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle retourne à l'école? Non, elle a retrouvé du travail là. Ils ont pris une journée d'essai, puis 3 semaines, et puis s'ils sont contents, c'est dit. Je serais bien contente, c'est pas loin par contre. Là, son emploi du temps pour 15 jours là. Sur une semaine, je ne sais pas improviser exactement. On a l'exemple de Turpol, oui, qui était bénéficiaire de la banque alimentaire à l'époque, qui a trouvé des petits jobs aujourd'hui, donc qui se débrouille, qui se sent, et qui cette année a voulu rentrer dans notre association pour dire moi on m'a aidé et aujourd'hui je veux aider. Moi, je me trouve par mon travail être en contact régulier avec des personnes justement de ma commune et bon, je me rends compte que bon, petit à petit, ils se rendent compte que bon, ils sont dans une situation, mais finalement ils sont pas tout seuls et puis qu'il faut en parler et puis petit à petit ils arrivent par eux-mêmes finalement à remonter à retrouver le fil quoi un peu. Et puis bon, le fait de se sentir utile, il n'y a rien à faire, hein, ça donne beaucoup de, je sais pas, ça donne de la couleur à la vie quoi. Hein. Être reconnu, être reconnu. Personne ne développe personne, mais chacun se développe. La base, c'est que chacun va se développer, mais on va se développer ensemble. Cette simple première phrase remet en question tous les programmes de développement, de quelque nature qu'ils soient, qui de fait sont imposés aux gens. Donc c'est une remise en question de toute la dimension descendante, imposée, de tous les dispositifs sociaux qui nous tombent dessus. C'est déjà une remise en question par rapport à ça. On se développe à partir de ses potentialités. Quelles sont nos potentialités? On se développe à partir de ses savoirs, de ses savoir-faire. Et là, les réseaux des savoirs, justement, font l'inventaire de nos savoirs, nos savoir-faire, nos savoir-être. On se développe à partir de ces solidarités déjà réelles. On se développe à partir de nos ressources. Et particulièrement, quelles sont nos ressources? Quelles sont les ressources des gens qui n'ont rien? Peut-être que la ressource la plus forte, c'est le temps. Comment on va prendre en compte dans le développement social local ce que les habitants apportent et qui est leurs compétences, leur savoir-faire, mais aussi et beaucoup leur temps et leur énergie. Quand on dit le développement local est endogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repartir des ressources locales. Donc, aucun territoire est vide de ressources. Ça n'existe pas. Il y a toujours des ressources, il y a toujours des personnes ressources, il y a toujours des ressources naturelles, il y a toujours des ressources culturelles, des ressources économiques. Par contre, on sait qu'un territoire qui est complètement enfermé sur lui-même est un territoire qui va mourir. Donc, le développement local suppose un paradoxe assez intéressant. Suppose que l'on reparte des ressources locales, mais que l'on amène de l'extérieur des nouvelles idées. Il faut donc des ressources endogènes avec des apports de l'extérieur. Il y a un travail à faire, qui est un travail de développeur, justement de passeur, entre l'extérieur et l'intérieur. Mais si les idées de l'extérieur sont amenées en force, sans aucune
prise en compte de la nécessité d'appropriation, eh bien les idées sont rejetées. Et ça, c'est entre autres le travail des professionnels, ouvrir les fenêtres du territoire, pour que ça soit approprié. Ça permet de prendre contact avec les enfants entre enfants. Ça leur permet après, quand ils rentrent à l'école, de voir qu'il faut prêter ses affaires, de jouer tous ensemble. Les enfants sont contents, ils apprennent à se connaître, ils arrivent à se rappeler des noms, des prénoms des autres petits-enfants qui viennent. Quand on leur dit on va voir un tel, ben, ils savent. Hein. Puis quand on leur dit on va au petit filou, au centre, alors là, ils savent tout. Moi, les miens, je sais qu'ils sont contents, ils sont prêts. Hein. C'est suite à cette réunion publique, là, avec des parents, des assistantes maternelles, des gens du centre. Les parents sont venus parce que sur Moselle, il y avait des problèmes de garde d'enfants. Et on a fait une réunion justement pour essayer de trouver une solution au niveau du centre socioculturel. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. On est isolé. C'est pour nous sortir un petit peu en contact avec d'autres nounous. Ben déjà l'intérêt c'est qu'on met au point tous les mois les disponibilités des nounous. Les enfants qui sont à placer, les mamans qui cherchent une nounou. Il y a une référente sur Mosée et sur Prin. Ben d'abord on donne des idées. De thèmes, on recherche des idées de thèmes. Et ensuite, et puis on cherche des intervenants après, parce que bon, il nous faut quelqu'un aussi qui soit compétent, disponible. On a eu le sommeil, on a eu les pompiers, les gestes de premier secours, la séparation entre enfants ou quand les parents sont divorcés. Tout le monde peut venir, les nounous, les mamans, tous les parents qui sont intéressés peuvent venir. C'est des débats gratuits, ce sont des débats gratuits. Partout où on a une action de développement social local, ensuite les gens découvrent qu'ils sont capables de s'organiser, qu'ils sont capables de créer une association, qu'ils sont capables de faire un montage tout seul. Et c'est à cela qu'on voit qu'effectivement, on est dans le développement social local. C'est venu déjà lors des difficultés que l'on a rencontrées avec nos ados. On a eu envie d'en parler ensemble, entre parents, parce qu'à un moment donné, nos enfants se côtoyaient tous, quoi. On est toujours un petit peu paumé en tant que parents dans ces cas-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis, il y a un centre socio-culturel à Mosée. Ça nous a paru un petit peu naturel aussi de venir. On en a parlé ensemble et on a trouvé un accompagnement dans le cadre du centre qui nous paraissait intéressant. D'abord, on a un peu déballé nos angoisses, nos difficultés. Et puis après, le rôle des gens qui étaient déjà en place dans la commission, ça a été de nous dire, bon, maintenant, on fait quoi? Donc, on a mis en place un certain nombre de conférences sur la drogue, sur la psychologie de l'adolescent, sur d'autres thèmes dans un premier temps. C'est-à-dire in vitro, l'être humain, il n'existe pas. C'est un peu comme une cellule que vous la coupez du liquide. Vous n'existez que par les autres. En tant que parents, c'est vrai que la réussite de nos enfants, c'est très important. Aujourd'hui, on est parents d'adolescents et que, ce que je disais tout à l'heure en aparté, on aurait pu souhaiter avoir ce genre d'informations et de débats un petit peu plus tôt dans notre vie pour essayer d'apporter un petit peu les éléments qu'on a eus là dans notre comportement vis-à-vis de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, à 40 ans, on pensait, on est prêt à recevoir ce genre de messages, ce genre d'informations. Est-ce qu'à 25 ans, on était prêt? J'en suis pas forcément sûr non plus. Il y a 20 ans, on n'était pas forcément prêts à entendre ces choses-là. Aujourd'hui, on l'est. C'est pas le centre qui nous impose, c'est nous qui demandons, c'est nous qui sommes demandeurs en tant que parents. Si le centre impose ce genre de choses, il ne verra personne venir. Parce que les gens ne vont pas se sentir concernés. À la base, il faut qu'on se sente concernés. Les gens vont se mobiliser, vont se prendre en charge que si ils ont intérêt à faire cela. Quand nous arrivons à trouver l'intérêt commun d'un groupe, ce groupe va se mobiliser. À ce moment-là, alors, il y a organisation, il y a mobilisation, il y a prise en charge et il y a responsabilisation.
Des journées comme ça, il en faudrait plus souvent et c'est vraiment formidable pour le canton. C'est même unique parce que ça rassemble tous les gens, on fait des sorties en balade, on rigole bien, les visites sont vraiment agréables. Hein. Et puis bon, on finit par une soirée du tonnerre quoi, avec des bonnes bouteilles et puis bon, une ambiance folle, quoi. D'abord, je suis hôte en tant que femme d'agriculteur. En ce qui me concerne. Et puis, donc, on a fait découvrir à des amis ce que c'était le monde rural, les différentes formes de culture, d'élevage. Un petit exemple des fermes du canton de Saint-Laurent. Il faut absolument forcer les gens à se connaître et puis rompre l'isolement qui existe aussi dans le monde rural. Parce que bon, les gens qui travaillent dans les villes environnantes ne savent pas forcément ce qui se passe dans la campagne. Alors là, c'est du lait de chèvre bouilli avec sa crème. La différence un peu de couleur entre les deux, celui-là est plus blanc, comme vous avez vu sur les panneaux, c'est que dans le lait de vache, il y a un peu de carotène dedans, alors que dans le lait de chèvre, il n'y a pas de carotène. Le carotène est légèrement rouge-orangé. On ne peut pas comparer l'agriculture d'il y a 25 ans avec l'agriculture de maintenant. Si on veut comparer la qualité actuelle du lait par rapport à la qualité du lait il y a 25 ou 30 ans, eh bien les consommateurs ne voudraient pas consommer le lait qu'il y a 25 ou 30 ans, bien qu'ils veulent toujours parler de l'agriculture d'autrefois. Mais le lait de maintenant, il a une qualité très très supérieure à la qualité du lait d'il y a 25 ou 30 ans. L'agriculture, l'élevage, est souvent mise à l'index pour des raisons de pollution, de qualité de produits, pour beaucoup de choses qui nous agacent un peu. Et c'est de là qu'est venue l'idée de pourquoi pas dire aux gens qui sont intéressés, de leur dire comment on travaille, comment on fait par rapport à ce qu'ils entendent à la télé, quoi, que tout n'est pas forcément rose, mais tout n'est pas noir non plus. Au point de départ, il y avait une volonté de cette équipe d'aboutir à la mise en place d'une organisation, enfin d'un projet commun. Notre travail, eh bien, c'est la mise en mouvement de toute cette organisation à partir d'une volonté des habitants, à partir d'un territoire. C'est d'arriver à ce que les habitants puissent concrétiser leur projet. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice et au bout du compte, on est arrivé à cette journée qui me paraît quand même très intéressante. Le bon territoire, c'est le territoire de l'action. Donc il ne faut pas essayer d'enfermer le DSL ou le développement local plus globalement dans un seul territoire. Certains territoires seront opportuns pour tel ou tel type d'action, d'autres territoires plus larges seront opportuns pour d'autres types d'actions. Si on regarde la politique de la ville, eh bien, parfois il faut redescendre en pied d'immeuble dans une logique de cage d'escalier. Après, il faut penser quartier. Dans d'autres cas, il faut penser la ville globalement. Pareil pour un territoire rural. Parfois, ça sera le village, et uniquement le village. Et puis, dans d'autres dimensions, il faudra penser intercommunalité. Et puis, de plus en plus, dans un certain nombre d'actions, il faut penser pays. Développement social local étant un principe d'action, le bon territoire, c'est celui qui permet la dynamique. Ça se prend toujours dans ce sens, en remontant. Du bas en haut. Voilà. On ne prend pas un greffon dans ce sens-là, toujours dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'il reste de bois ici. Dans le creux, là. Pas question de couper le bois. Hein. Alors le greffon, c'est quoi? C'est ça. C'est ce petit bout de rien du tout. C'est pas gros. Hein. Les gens sont acteurs dans ce genre de choses. On n'est pas passif. À un moment on reçoit, à un moment on donne. Donc on est acteur de sa situation. On choisit ce qu'on va donner, on choisit la façon dont on va le donner, on choisit ce qu'on reçoit et on choisit aussi la façon dont on le reçoit. L'intérêt pour le centre socioculturel, c'est de mettre les gens en relation, de créer du lien et de valoriser les gens. Dans le travail social, une personne est aidée ou reçoit quelque chose parce qu'elle connaît des difficultés, parce qu'elle ne connaît pas. Enfin, il y a une situation un petit peu délicate, qui est le point de départ. Et donc là, le processus d'aide est renversé. C'est un moment, je suis aidée, je reçois quelque chose. Et puis à un autre moment, eh bien, c'est moi qui vais aider l'autre. Et je ne suis plus toujours du côté aussi de celui qui reçoit et qui est aidé. Je suis aussi celui qui aide. Il y a de l'échange, oui, c'est ça. Oui, on fait apprendre notre savoir-faire aux petits. Ils me reconnaissent dans la rue, ils me disent bonjour. Avant, ils ne me connaissaient pas. Non, c'est agréable. Souvent, des fois, les enfants ils passent à côté de vous, ils ne vous disent pas bonjour, mais là, ils disent bonjour.
Ça j'aime bien. Ça crée des liens quand même qui sont extrêmement intéressants. Et puis c'est aussi la possibilité de garder, d'acquérir cette histoire un petit peu qu'on n'a plus. On a une tradition orale qui existait autrefois mais qu'on ne trouve plus. Et on s'aperçoit que dans leurs propres familles, bon, c'est pas vraiment une activité qui était gardée. Donc là, ils apprennent vraiment quelque chose, ils découvrent quelque chose qu'ils n'apprennent pas avec leur famille. C'est une transmission de culture, oui, tout à fait. Et c'est vraiment dans tout ce domaine-là qu'on travaille aussi. Comment, entre générations, on va s'aider pour mieux tous être un peu acteurs de notre histoire. Comment les anciens, en racontant comment leurs anciens, à eux, avaient affronté l'histoire, vont permettre aux enfants, aux jeunes de dire à notre tour, ensemble, on se met à être acteurs de notre histoire. Moi, j'en prendrais un petit lapin. On les met à 50 ? Bon, oui. Je pense, hein, 50. On est 50. Parfait pour moi. D'accord. Faut que j'apprenne à... Ah bah oui, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. 80. Ah oui. Oui, je pense 80. 80. C'est quand c'est fait comme ça. Alors moi, je suis 16. Voilà. Alors 50. Oh là, excuse-moi. Alors 50 patates, le lapin en peluche. Voilà. Tu mets peluche. En échange. Alors moi, vous voyez, j'échange des fromages que je fais moi-même. Et des légumes, tout ce qui vient du jardin. En échange, par exemple, moi, ce que je fais, par exemple, avec mes cassettes. Alors comme j'ai Canal+, j'enregistre des films. Et bon, ben, comme il y en a qui l'ont pas, j'enregistre et ensuite je les échange en patates. Voilà. Pour 15 patates, le film. Par contre, moi, je peux très bien échanger, par exemple, une cassette. J'échange à Marivonne. Mais par exemple, moi, si je lui change quelque chose, je suis pas obligée de lui prendre quelque chose, moi, à mon tour. Je peux le prendre autre chose ailleurs, quoi. Eh bien, moi, j'avais été sensibilisée en voyant une cassette à la télévision sur un sel d'Ardèche. Et comme je suis administratrice du centre, ben, j'en ai parlé et puis ça a fini par se réaliser. Je mets celle-là parce qu'elle repasse au four, elle, tout le temps. Oui. Donc, pour moi, c'était une alternative à vivre mieux. La plupart des gens ici ont quand même des ressources assez faibles. Et puis, un système d'échange, bon, c'est bien parce qu'on peut échanger à la fois des biens et des services. Donc, on peut s'y retrouver. moi, je fais du repassage, des gardes d'enfants, des lavages, des voiturages, et puis du tricot. Je fais un peu de tout. Moi, je recherche beaucoup d'amitié, surtout beaucoup changer avec les autres parce que j'étais très dépressif. Et depuis que je fais ça, je suis très bien. Les gens qui sont ici sont descendus très bas. C'est pour dire aux gens qui ne restent pas à la maison tout seuls, se révaloriser. Voilà. Non, mais c'est bon, là. C'est le but recherché. C'est redonner confiance en soi. Alors, il est clair que le passage au développement local et au DSL, au développement social local, c'est bien des enjeux et des ruptures assez importantes dans les logiques et les pratiques qui sont instituées depuis principalement l'après-guerre. Il s'agit bien de rompre avec une vision du pauvre assisté. Hein. Il s'agit bien de rompre dans l'idée que l'on fait à la place d'eux. Il s'agit de rompre aussi avec une vision un petit peu de l'administré usagé. Administré usagé, c'est le mot poli que l'on dit en politique publique pour remplacer le mot client que l'on a en marketing. Il
Il est donc usager-client si on le met uniquement en position d'usager-client. Si on le met en position d'acteur-participant, il va être beaucoup plus ennuyeux. Il va nous poser beaucoup plus de problèmes. Par ailleurs, faire travailler les institutions entre elles suppose des ruptures de logique, qu'elles soient un peu moins sur leur intérêt interne institutionnel et un peu plus sur l'intérêt final, c'est-à-dire ce pourquoi elles ont été créées à l'origine. Água de beber, água de beber, água de beber, camara. Água de beber, água de beber, camara. Água de beber, água de beber, camara. Eh ben, on est complètement satisfait, c'est une satisfaction quand même pas personnelle, puisque c'est tout un groupe qui travaille, mais tous les gens sont complètement heureux que les gens viennent voir le spectacle. Et puis apparemment, ça fonctionne bien, le public a l'air d'être chaud, il n'y a pas de souci. Et petit à petit, les gens viennent, on voit bien, ça fait le 6e festival, petit à petit, les gens de Saint-Aubin ou des autres communes viennent au spectacle. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque part un besoin, mais qui au départ, pour les gens, n'est pas évident, quoi. Ils se demandent un peu à quoi peut servir le culturel. On s'est rendu compte que sur Mauléon, il y avait une chose qui, au niveau culturel, qui fonctionnait bien, c'était la chorale. La chorale à l'Ouda, qui existe depuis peut-être, je crois, maintenant 20 ans. Donc il fallait qu'on essaye de trouver quelque chose qui soit en rapport avec le chant et puis qui puisse attirer un maximum de personnes. D'où la mise en place donc, de ce festival de chant choral. On reçoit des propositions, des cassettes, on écoute tout, jusqu'à 60 propositions. On écoute et on fait un choix à partir de là. Un exemple, il y a des gens de la commune du Temple qui sont venus, qui sont allés aux vacances au Pays Basque, qui ont été voir un groupe basque. Ils sont revenus sur ce culturel et puis ils ont dit voilà, nous on a découvert ce groupe-là pendant les vacances, on trouve qu'il est intéressant, ça serait bien de le faire venir. Quelqu'un qui ne faisait pas partie du conseil d'administration, qui ne faisait pas partie des commissions qui existaient au niveau du centre socioculturel, mais qui s'est senti complètement concerné par ce festival, quoi. Donc là, c'est là qu'on se dit que c'est quand même intéressant, quoi. C'est l'intérêt que peuvent porter les gens à ce festival. D'une part, financièrement, c'est fragile parce que c'est quelque chose qui, financièrement, est très lourd. C'est fragile parce que, quelque part, je sens qu'on n'est pas forcément trop soutenu par les élus. Que ce soit au niveau financier, mais que ce soit au niveau aussi participation au spectacle. On en voit, il ne faut pas dire qu'on n'en voit jamais, c'est pas vrai. Mais je pense qu'il y a un manque, quelque part, de soutien de la part des élus. Le minima que je donne pour pouvoir parler de partenariat, c'est qu'il y ait un minimum de pouvoir de chacun des partenaires. C'est-à-dire capable d'infléchir la décision. Il n'y a pas de développement économique d'un territoire s'il n'y a pas de développement social. On le sait bien en économie. On sait très bien que les facteurs aujourd'hui de réussite d'un territoire, c'est le niveau culturel, c'est le niveau de formation des gens, c'est le niveau de savoir-être. Si la question sociale au niveau local est déclinée non plus comme du travail curatif, mais plutôt comme une question de développement sociétal, au sens d'une collectivité, c'est une question politique, au sens noble du mot politique. Donc on ne peut pas exclure les élus de cette question-là. Non seulement on ne peut pas les exclure, mais ils doivent prendre conscience de plus en plus que cette question est centrale dans le développement de leur territoire. Donc il y a intérêt à bien reconstituer ce triangle entre élus, techniciens et citoyens. Nous ne croyons pas pouvoir réaliser seuls un développement local, ça n'a pas de sens. On est très sensible
à la notion de partenariat. C'est-à-dire que le fait qu'en milieu rural, on a une dispersion en même temps de l'habitat et des forces qui doivent se regrouper pour aller ensemble vers un but bien défini, nous amène à avoir une grande ouverture d'esprit par rapport au partenariat qu'on peut trouver sur le terrain pour aller ensemble vers un but. On s'aperçoit que là où les gens s'épanouissent, c'est quand il y a une vie associative qui est positive et une vie associative qui est riche. Je suis très admirative sur le fait que quand on laisse les gens du cru chercher et trouver les solutions, il n'y a pas une région qui le résout de la même façon. Ça veut dire qu'ils sont percutants pour trouver les solutions là où il y avait une question. Alors nous, notre rôle en MSA, c'est plutôt en fait de faire jaillir ces questions, de coordonner, parce qu'en fait, il y a beaucoup de forces vives dans le milieu rural. Ce qui manque, c'est la coordination. Le monde rural se fait justement de cette implication entre les artisans, les agriculteurs, les ouvriers salariés et d'autres qui vivent là. Il y a une chose qui est en commun, c'est que si ces gens sont venus vivre dans le milieu rural, c'est qu'ils aimaient le milieu rural. Et je crois qu'on a tellement parlé du milieu citadin, c'est que ces gens qui vivent en milieu rural sont capables d'en prendre possession totalement et puis aussi de l'animer, de le faire vivre, mais il faut les écouter.